Vous pensez que pour devenir architecte d'intérieur, il suffit d'être créatif et de savoir bien dessiner? Eh bien, détrompez-vous, il faut bien plus que ça et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Car aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler quelles sont les qualités primordiales mais parfois sous-estimées d'un bon architecte d'intérieur. Mais tout d'abord, une petite présentation s'impose. Si c'est la première fois que vous passez par cette chaîne, moi je suis Aurélie Deauville, je suis une architecte d'intérieur et décoratrice à mon compte depuis plusieurs années et je vous partage ici tout ce que je sais dans mon domaine, ou en tout cas que j'aurais aimé savoir et que j'ai compris au fur et à mesure de mes années d'expérience. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai gardé pour la fin la qualité qui pour moi est une des plus importantes et pourtant un peu sous-estimée. La première qualité, ça va être de savoir communiquer. Ça va être important de vous présenter, d'être crédible dès les premières minutes, parce que quelque part, quand vous vendez vos compétences d'archi d'intérieur, vous vous vendez aussi un petit peu vous, parce qu'il faut que vous puissiez accrocher avec vos clients. Aussi, pour communiquer, il faut être à l'écoute de l'autre. Si vous comprenez bien les besoins, les envies de vos clients et que vous commencez à répondre à leurs attentes dès les premières minutes de votre rencontre ou d'un appel téléphonique, eh bien c'est plus engageant pour eux, ils auront envie de travailler avec vous, de vous faire confiance pour leur confier leur bien à rénover ou à concevoir depuis le départ. Aussi, être un bon communicant, ça évite les malentendus. Il peut y avoir des malentendus avec les clients, avec les artisans, et ça c'est très important d'être très clair dans le processus créatif, mais aussi dans le processus exécutif. Donc la création, la conception et aussi le suivi de chantier. Donc vous l'aurez compris, la clarté dans vos échanges, des qualités de bons communicants, c'est essentiel aussi dans vos relations avec les artisans et vos clients. En deux, avoir une grande capacité à résoudre les problèmes et à trouver des solutions pertinentes. On doit pouvoir composer avec des contraintes budgétaires ou parfois des contraintes de planning, que ce soit des clients ou des artisans. Des fois, le matériau attendu n'arrive pas au bon moment. Il y a plein de problèmes qui peuvent survenir et vous êtes là pour être un peu le maître d'orchestre dans cette cacophonie et rapporter de l'harmonie partout pour que le projet aille jusqu'au bout dans les meilleures conditions. Dans ce cas-là, c'est hyper important de développer son agilité mentale pour penser rapidement à des alternatives lorsque vous rencontrez des imprévus. Car plus vous serez flexible et plus vous serez en mesure de répondre de façon pertinente aux problèmes donnés. En 3, ça va un petit peu avec le fait de gérer les imprévus, il faut aussi gérer son stress. Parce que les projets d'architecture d'intérieur impliquent des imprévus, on l'a vu. Il faut aussi gérer les humains parce que les artisans, les clients, ça reste des humains, il faut composer avec. Des fois, on a des deadlines serrés, des fois, on a des budgets serrés. Et tout ça, ça peut générer un certain stress. Et il faut pouvoir à chaque fois prendre du recul sur les situations pour pas que ça nous bouffe et qu'on puisse pouvoir poser la tête sur l'oreiller et s'endormir tranquillement et pas que ça nous bouffe au quotidien. Parce qu'une petite dose de stress, ça peut être stimulant, mais ça peut vite être paralysant et conduire au burn-out si on est over stressé. Et pour ça, ce qui est important, c'est de savoir s'organiser. Prioriser ses tâches, ça permet de mettre de l'ordre un petit peu dans ses pensées, ses priorités. Accepter aussi qu'on est faillible, qu'on peut faire des erreurs, on peut avoir des oublis, mais l'important, c'est de rectifier le tir après. Et si on est face à une de nos erreurs et qu'on n'est pas réalisé par le stress en disant « Oh là là, qu'est-ce que le client va penser de moi ? Oh là là, qu'est-ce que l'artisan va penser de moi ?» Il faut pouvoir prendre du recul sur tout ça, mettre son ego de côté et dire « Ok, bon, j'ai merdé, mais on va faire ça, pour trouver la solution pour ce problème donné. » Et pour éviter de se sentir submergé comme ça, ce qui est bien, c'est d'avoir des outils en fait, par exemple Notion, Trello, et aussi moi j'ai configuré un GPTs, donc en fait c'est un chat GPT personnalisé en suivant une certaine matrice d'organisation pour pouvoir faire le point avec lui tous les jours sur qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire, que je remets à la fois d'après, qu'est-ce qui est prioritaire, etc. Et ça permet de m'enlever du stress et de la charge mentale parce que j'ai un petit peu mon assistant qui va m'aider à comprendre quelles sont les priorités du jour et à pas paniquer et à me disperser partout et à perdre de l'énergie et du coup à perdre en efficacité. En 4, on n'y pense pas toujours, mais il faut savoir être un bon gestionnaire, que ce soit pour sa propre société, savoir combien est-ce qu'on va facturer nos clients, quand est-ce qu'il faut les relancer, etc. Ça, c'est important. Mais aussi, lors d'un chantier, il faut pouvoir maîtriser les coûts, discuter avec les fournisseurs, faire le point avec les situations des artisans, donc qui sont les factures qu'ils éditent chaque mois, être au clair avec le client sur quelle phase est facturée, à quel moment, etc. pour, pareil, vous enlever un peu cette charge mentale en disant les choses sont carrées, ça se déroule comme ça, l'argent il est encaissé à tel moment, etc., etc. Parce que pour votre client, avoir un projet qui est joli, c'est super, mais avoir un projet réalisable au niveau budgétaire, c'est quand même vachement plus intéressant. En 5, c'est toujours rester curieux et avoir toujours l'esprit ouvert. L'architecture d'intérieur, c'est quelque chose qui bouge, les tendances, elles évoluent, les techniques, elles évoluent. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'être toujours curieux et ouvert à la nouveauté, aux nouvelles technologies, aux nouveaux matériaux. Il faut toujours avoir une appétence pour le nouveau parce que c'est ce qui va vous permettre de rester à la page et de rester pertinent
dans les prestations que vous pouvez offrir à vos clients. Donc pour rester à l'affût des tendances, il y a bien sûr le digital, Pinterest, Instagram et d'autres sites, d'autres blogs. Ça, on maîtrise à peu près tous, mais il y a une autre chose qui est assez pertinente à faire, c'est avoir des bons contacts avec vos fournisseurs. Et quand ils ont un nouveau produit qui rentre, que eux-mêmes, à force de travailler avec vous, vous puissiez établir un lien de confiance qui fait qu'ils vont vous appeler lorsqu'ils reçoivent des nouveaux produits pour vous les présenter. Donc soit vous vous déplacez chez eux, soit s'il peut avoir le produit dans les mains, se déplacer chez vous pour vous faire une présentation, comprendre les caractéristiques de ce nouveau produit, les prix, etc. Pour quel type de projet, quel type de client. Comme ça, vous restez toujours à la page. C'est hyper important aussi d'avoir pas que du virtuel, mais aussi du réel, pouvoir toucher les nouvelles matières, avoir une idée du rendu visuel, parce que des fois, quand c'est sur une page internet, on ne se rend pas compte du toucher, de la lumière, comment elle arrive sur le matériau. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de rester à la page en vous déplaçant. Et j'irai même plus loin que ça, si vous pouvez vous enrichir de plein d'autres choses. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer de la nature, faire des balades et regarder. Des fois, il y a des associations de couleurs qui popent dans la nature et on se dit « Ah bah c'est pas mal, j'aimerais le reproduire ». Ou alors aller dans des musées. Moi j'adore, j'ai fait les beaux-arts, ça doit y être pour quelque chose, mais j'adore visiter les musées. Et des fois, le fait juste de se nourrir comme ça culturellement, ça germe dans le cerveau et ça ressortira peut-être 3 ans plus tard. On va penser à une œuvre d'un artiste où il y a un détail qui nous avait plu, il est resté dans un coin du cerveau et on s'en inspire plus tard. Des fois, on n'en a même pas conscience, mais le fait d'ingérer comme ça de la créativité, de la beauté, quelque chose qui est esthétique et qui vous génère des émotions, et bien ça va enrichir votre pratique d'archi d'intérieur. 6. Savoir travailler en équipe. Des fois, on voit l'architecte d'intérieur qui a sa propre agence comme vraiment l'ultime solopreneur. Il est tout seul aux commandes, il fait son petit business, il doit rendre de compte à personne. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bien sûr, il y a une partie du temps que vous allez passer en solitaire, mais comme on l'a vu, il va falloir aussi beaucoup discuter avec vos clients, vos artisans, vos fournisseurs, et tout ça, c'est des êtres humains. Et donc, il faut savoir travailler en équipe. Moi, j'ai eu des chantiers où le gros œuvre électricien était à 2 doigts de se taper sur la tronche, voire, oui, ils se sont quasiment tapés sur la tronche, ils se sont balancés un marteau à l'autre côté de la pièce. Et dans ces moments-là, il faut pouvoir gérer le travail en équipe, en facilitant le dialogue avec chacun, en comprenant les besoins, les envies de chacun. Moi, par exemple, sur ce projet, j'ai compris qu'ils étaient au même moment sur la même pièce qui n'était pas très grande et qu'au bout d'un moment, ça leur a tapé sur le cerveau. Et puis, bon, ils devaient être énervés ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le fait est que j'ai fait en sorte qu'ils ne travaillent pas dans la même pièce après ça. Parce qu'un projet réussi, finalement, c'est le fruit d'une collaboration harmonieuse. Et votre rôle, ça peut être aussi celui du modérateur. Ce qui m'amène à la dernière qualité, souvent sous-cotée, en tout cas dont on ne nous parlait pas forcément à l'école, mais qui pour moi est primordiale. Donc la bonus, la 7e, ça va être l'empathie. Parce que vous pouvez être très talentueux et créer un espace qui pour vous sera le plus fonctionnel, le plus esthétique possible, mais si vous n'avez pas compris les goûts et les besoins de vos clients, eh ben ça ne va pas matcher. Pour ça, il faut être capable de se mettre à la place de son client, comprendre qu'est-ce qui contribue à son bien-être, pas au vôtre, au sien, à celui de sa famille aussi. Des fois, on est obligé de composer une maison pour 4, 5, 6 personnes et ils vont avoir des besoins différents et il faut être capable de lire leurs besoins pour créer une harmonie autour d'un projet commun. Aussi, avoir de l'empathie avec ses clients, se mettre à leur place au moment des premiers rendez-vous, ça va créer un lien de confiance qui va faciliter le projet. Parce que si votre client a confiance en vous dès le départ, ça se passera mieux pour tout le reste du projet. Et des fois, au premier rendez-vous, on peut poser une question et voir qu'elle génère des émotions chez l'autre, et bien rien n'empêche de sortir un petit peu de son questionnaire et d'essayer de creuser pour savoir pourquoi ce truc-là est important ou au contraire pourquoi il ne veut pas en entendre parler. Alors attention, on n'est pas là pour jouer les psys, c'est pour le projet, mais l'idée c'est de comprendre ce qui est important pour son client. J'ai une cliente, pour elle c'était hyper important que le lit soit placé dans un certain sens, qui n'était pas forcément le sens le plus logique par rapport à la pièce, mais pour elle c'était hyper important. Et elle parlait pas super bien notre langue, donc j'ai dû creuser un petit peu pour savoir pourquoi c'était primordial pour elle et pour adapter le projet, savoir si c'était juste une habitude et finalement lui présenter un projet dans l'autre sens, ça allait aller mieux, ou s'il fallait que moi je m'adapte à cette contrainte. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle, dans sa famille, enfin dans sa culture, ils avaient cette superstition que le fait d'avoir les pieds dans le sens de la porte d'entrée de la maison, ça appelait la mort parce que c'était dans cette position qu'on sortait de la maison quand on mourait en fait. Et c'était une de ces superstitions. Je me rappelle aussi d'un autre client qui était un jeune divorcé et qui refaisait complètement sa maison. Et il voulait, entre guillemets, effacer toutes les traces de sa femme, donc tout ce qui était féminin. Et il voulait du design très,
très dur, très masculin, du noir, pas de couleur, etc. Et au début, je lui disais attention, là, ça va être un peu froid l'espace. Et en fait, il avait ce besoin de se dire oui, mais si je mets des trucs un peu à fleur et féminin, ça va trop me rappeler ma femme. Et donc, en fait, on a travaillé avec lui. Je lui ai présenté des projets pour dire on peut tout de même ramener un peu de couleur, de chaleur, de rondeur dans un projet sans que ça fasse appartement trop féminin, mais quand même garder un côté chaleureux parce qu'avoir une maison toute en acier noir, c'est pas non plus le truc le plus cosy. Et voilà, ça, j'aurais pas pu le comprendre si j'avais pas discuté avec mon client pour comprendre vraiment quelle était la nature de son besoin. Parce que sinon, j'aurais pu lui présenter plein de projets, il m'aurait dit non, 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 non. Et j'aurais pas forcément compris pourquoi. Donc c'est pour ça que des fois, aller un petit peu plus loin, être à l'écoute, lire un peu les émotions des gens, ça se voit sur leur visage, sur leur intonation de voix, s'ils regardent un petit peu ailleurs, avoir de l'empathie pour la personne, ça peut vraiment aider pour qu'un projet soit réussi. J'espère que ces qualités que je trouve parfois insoupçonnées vous donneront un autre regard sur ce qu'est le métier d'architecte d'intérieur. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces compétences, je serais curieuse de le voir en commentaire. Si vous en avez d'autres aussi, des qualités comme ça dont on parle peu mais qui sont très utiles dans le métier d'architecte d'intérieur, je vous invite à compléter ma liste dans les commentaires. Sinon, si ces sujets vous intéressent, je publie des vidéos tous les mercredis. Et si vous voulez creuser un petit peu plus pour savoir comment devenir architecte d'intérieur, il y a une formation gratuite qui est disponible si vous cliquez sur le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura une nouvelle chaque mercredi, vous l'aurez compris. Donc je vous donne rendez-vous. Si ça vous plaît, si vous apprenez des choses, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou commentez. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!